Cette vidéo contient le récit d'agressions sexuelles. Si vous êtes un public sensible, abordez cette vidéo avec vigilance. Ah, et je vais être vulgaire aussi à un moment. Bon visionnage. Polydectès, roi de Séryphos, a recueilli Danaé et son fils, Persée, dont Zeus est le père. Le temps a fait son travail, et Eros également. Touché par une flèche du dieu de l'amour, Polydectès tombe sous le charme de Danaé. Mais cet amour n'est pas réciproque et Persée gêne Polydectès dans sa tentative de forcing. Il va donc confier une mission à Persée dans le but de l'éloigner. Et pour comprendre toute la dangerosité de cette mission, il nous faut revenir en arrière à la fondation de la cité la plus connue de Grèce, Athènes. La cité est tout d'abord fondée sous le nom de son premier roi, Actée. Actée a une fille du nom d'Agloros qui va épouser Cécrops. Cécrops est un descendant des Pélages et un fils direct de Gaïa. De ce fait, il n'est pas un homme normal mais est à moitié serpent. Pour autant, cela ne semble choquer personne et c'est tant mieux. À la mort d'Actée, Cécrops devient roi à sa place. Avec Agloros, il a un fils, Érysicton, qui malheureusement décède pendant le règne de son père, et 3 filles, Agloros, Hercé et Pandrosos. Et normalement, ces noms vous disent quelque chose. En effet, il s'agit des Aglorides, les 3 femmes à qui Athéna a confié la garde d'Érictonios, le fils d'Héphaïstos et de Gaïa, lui aussi mi-homme, mi-serpent. Et si vous avez vu la vidéo le concernant, vous vous dites normalement qu'il y a une incohérence mythologique. Et vous avez raison. Différentes versions existent pour mieux expliquer ce mythe, mais ce n'est pas le sujet du jour. Revenons-en donc à Cécrops. Il fonde sur Actée une nouvelle cité qu'il nomme cette fois Cécropia. Au moins, lui, il n'a pas donné exactement son nom à la cité. Et là, je vous préviens, on a encore une incohérence mythologique. En réalité, on en a plein. C'est très probablement parce que chaque roi ou presque qui va se succéder veut s'attribuer la fondation d'Athènes en elle-même. Comme il faut en choisir un, prenons Cécrops, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans cette histoire. Il est coutume pour les dieux de sélectionner certaines villes pour en faire les clés de voûte de leur culte. Par exemple, Zeus choisit Olympie comme lieu spécifique où il sera vénéré. Cela implique que la population continue de vénérer tous les dieux, mais plus prioritairement et intensément Zeus. Et cela passe par la construction de temples impressionnants et autres monuments d'adoration pour honorer le dieu. Entre autres, à Olympie est construit le très célèbre temple de Zeus, une des 7 merveilles du monde antique. En échange, le dieu se présente comme garant de la cité. Il lui offre sa protection, la soutient dans ses guerres et l'aide à prospérer. Avec la fondation et la montée en puissance de Cécropia, 2 divinités sont intéressées pour être représentées par la cité, Athéna et Poséidon. La dispute entre les 2 dieux est très sérieuse et aucun des 2 ne souhaite céder la cité à l'autre. Cécrops étant un roi épris de piété, de justice et de paix, les 2 Olympiens décident de s'en remettre à son jugement et à celui de son peuple pour décider qui des 2 dieux deviendra le dieu premier de la cité. Et pour s'attirer les faveurs de la cité, chaque dieu va faire un cadeau. Poséidon offre une source d'eau, tandis qu'Athéna offre un arbre. Dit comme ça, le choix semble vite fait. Une source d'eau contre un arbre, la plus-value de la source d'eau semble incontestable. Mais Poséidon est le dieu des mers, et l'eau de mer, je vous le donne dans le mille, elle est salée. Donc cette source, elle est sympa pour se baigner, mais elle est imbuvable et inutilisable pour les plantations. Donc finalement, cette source, elle est pas top top. A l'inverse, l'arbre qu'a offert Athéna n'est pas n'importe quel arbre. Il s'agit de l'olivier. S'il ne bosse pas chez Carglass, l'olivier permet de s'ombrager lors des rudes chaleurs d'été, de donner des fruits, et ces fruits permettent aussi et surtout de faire de l'huile. Au-delà de l'intérêt culinaire de l'huile, c'est aussi une ressource qui permet d'alimenter les lampes. Autant vous dire que la population de Cécropia est reconnaissante envers Poséidon, mais que le cadeau d'Athéna leur plaît plus. Et ainsi ils ont tranché. Athéna remporte le duel et devient la déesse numéro 1 de la cité. Sauf que les dieux sont mauvais perdants.
Poséidon décide donc de punir les habitants de Cercopia. Il fait se lever une vague gigantesque et l'abat sur la cité. La ville est saccagée et les terres ravagées. Le coup est dur pour Cercopia, mais sous la protection de la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, elle peut se relever et à présent prospérer. Évidemment, un temple fut édifié en l'honneur d'Athéna et la déesse fut honorée. Les rois se succédèrent à la tête de la cité qui n'a fait que s'agrandir et voir son influence se répandre à travers toute la Grèce. Entre autres, Érictonios devint lui aussi roi de la cité. Mais si Poséidon s'était vengé du peuple de Cercopia, il ne s'était pas encore vengé d'Athéna. Sauf que se faire la guerre et s'affronter directement entre dieux olympiens, c'est strictement interdit. Et ce, pour le bien du Dodécatéon, mais aussi de tout le reste du monde grec. Les guerres entre dieux sont donc des guerres indirectes et impliquant souvent les êtres humains. Il faut faire preuve de nouveaux stratagèmes, aussi immondes peuvent-ils être. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, Poséidon va se montrer patient. Et un beau jour, une idée va germer dans son cerveau de gros dégénéré. Ses yeux se sont posés sur une des prêtresses d'Athéna. Il la trouve magnifique et comme il pense plus avec son concombre de mer qu'avec sa tête, il souhaiterait bien passer une nuit avec elle. Mais autant faire d'une pierre deux coups pour le dieu des mers. Un soir, il va suivre la jeune femme avec la claire intention de profiter d'elle. Celle-ci se réfugie dans le temple d'Athéna et a priori c'est un bon choix. Avoir des rapports charnels dans un temple, c'est un sacré crime et ça en découragerait plus d'un. De plus, la prêtresse peut y prier pour demander la protection de sa déesse. Les prières passent mieux dans les temples, la connexion y est meilleure. Sauf qu'encore une fois, Athéna ne peut s'opposer directement à Poséidon et personne ne vient en aide à la jeune femme. Et tout ceci, Poséidon l'avait planifié et tout s'était passé comme il l'avait prévu. Poséidon abuse et souille la prêtresse avant de quitter le temple, satisfait. La prêtresse était évidemment dans une détresse profonde, mais son calvaire ne faisait que commencer. Humiliée, Athéna était folle de rage. Incapable de déverser toute sa colère sur Poséidon, il lui fallait trouver quelqu'un d'autre pour évacuer sa rage. La prêtresse fut donc la cible de la déesse qu'elle vénère plus que tout autre dieu. Athéna lança une terrible malédiction sur la jeune femme. Ses jambes se collèrent et s'allongèrent pour former une queue de reptile et ses cheveux se transformèrent en serpent. Devenue un monstre terrifiant, la prêtresse, tristement connue sous le nom de Méduse, avait un nouveau pouvoir, celui de pétrifier toute personne qui la regardait directement dans les yeux. Pour Méduse, pas le choix. Vivre en société n'est plus possible. Même ses parents sont terrifiés par sa nouvelle apparence et la chasse. De plus, le cœur de Méduse est toujours bon et elle ne souhaite pas pétrifier tous les êtres humains qui vivent autour d'elle. Elle s'exile donc et part vivre dans une forêt lointaine. Là, elle se met à vivre comme un animal sauvage, chassant pour se nourrir et survivre. Car malgré sa nouvelle apparence, Méduse n'était pas résignée à mourir. Elle avait dévoué sa vie à Athéna et elle continuerait de vénérer et d'honorer la déesse jusqu'à sa mort. La présence de Méduse ne passa pas inaperçue. Si au début on ne la voyait pas directement, les statues d'animaux qui apparaissaient dans la forêt étaient suspectes. Et finalement, elle fut découverte et la nouvelle circula. Un monstre rôdait dans les bois. Nombre de guerriers ont tenté de vaillamment éliminer cette menace, mais aucun n'est jamais revenu. Les statues par contre s'accumulaient dans la forêt qui maintenant dégageait une ambiance sinistre, lugubre et morbide. Vous vous souvenez de la mission confiée à Persée ? Eh bien la voici. Polydectès souhaite offrir la tête de Méduse à Hippodamie pour son mariage avec Pélops. On reparlera d'eux une autre fois. Persée doit donc ramener à Polydectès la tête de Méduse. Autant vous dire que pour Polydectès, c'est gagnant-gagnant. Si Persée succombe, il a champ libre pour faire son forcing sur Danaé. Si Persée triomphe de Méduse, au moins il est débarrassé du monstre. En tant que roi, il récupérera toute la gloire et ses pairs auront une dette envers lui. Mais dans l'esprit de Polydectès, il n'y a aucun doute. Persée viendra rajouter une statue à la collection de Méduse. Le jeune homme parviendra-t-il à triompher de la prêtresse devenue monstre ? Découvrez cela dans la prochaine vidéo
sur la chaîne YouTube de l'incroyable mythologie.